Bonsoir. Il y a quelques jours, au début du mois, était inaugurée à la Défense la Tour First. L'événement est presque passé inaperçu et pourtant cette fameuse Tour First, une immense tour, a ravi à la Tour Montparnasse le titre de tour la plus haute de France. Elle est surtout emblématique de ce qui se passe à la Défense aujourd'hui dans ce quartier de Paris à l'ouest de la capitale qui est en train de vivre un deuxième souffle et de se développer à nouveau. Alors avant de parler de la Défense, avant de parler du Grand Paris, dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent puisque des décisions importantes vont être prises, nous vous proposons ce soir une plongée entre les tours de ce quartier souvent mal connu de la Défense. La Défense, un quartier d'affaires au cœur du pouvoir. C'est un documentaire signé Hélène Constanti et on se retrouve sitôt après avec nos invités pour un débat acharné. À seulement quelques kilomètres à l'ouest de Paris, le plus grand quartier d'affaires européen. Un territoire hors norme, avec à sa tête un établissement public tout-puissant, l'EPADESA. En haut, c'est la photo officielle du président de la République, puisque nous sommes ici dans un établissement public de l'État, sous statut État, créé par un décret. Et dans le conseil d'administration, nous avons à peu près moitié de représentants des collectivités territoriales et moitié des représentants de l'État. Donc le président de la République est de droit chez lui ici. Il est venu à la Défense, on est en 2008, à la fin de 2008, et il est ici devant la maquette du plan de renouveau, dont on reparlera très probablement, entouré, outre moi-même, de Patrick Devedjian, qui à l'époque est président du conseil d'administration de ce qui s'appelait encore l'EHPAD, Monsieur le maire de Courbevoie, qui a mis son écharpe conformément à la tradition, puisqu'il est chez lui, Monsieur Jean-Louis Borloo ici, puisqu'il est ministre de l'Environnement à l'époque et donc en charge de l'urbanisme, et Madame Pécresse, parce qu'elle est ministre de l'Enseignement supérieur, qui est très présent à la Défense. Et ça, c'est au cours de la... Vous oubliez que juste quelqu'un dans cette photo-là. Pardon. Et puis Jean, le fils du président, parce qu'à cette époque, il est conseiller général et il sera bientôt membre du conseil d'administration. Voilà, oui, absolument. Même la télévision chinoise en a parlé. En octobre 2009, l'élection annoncée de Jean Sarkozy, 23 ans, à la présidence de ce qui s'appelait encore l'EHPAD, a scandalisé l'opinion, conduisant finalement le fils du président à renoncer au poste. Le monde entier a alors pris conscience de l'importance stratégique de ce territoire. On est au cœur du réacteur de l'économie française. Ne l'oublions pas, c'est en ça que la Défense est un grand succès historique. Dans le périmètre de l'EPADESA, les lois, la fiscalité et l'urbanisme sont taillés sur mesure pour les grandes entreprises multinationales. Ici, le côté magique et la réussite, c'est que mes prédécesseurs et les conseils d'administration précédant le nôtre ont réussi à faire prendre une mayonnaise en s'appuyant sur le fait qu'on est à Paris, donc c'est quand même fort, en s'appuyant sur le fait qu'on est près des lieux de pouvoir, des ministères, des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, et puis qu'on est à l'ouest de Paris, qui est un endroit plutôt agréable à habiter. Donc une mayonnaise a prise. La qualité architecturale a aidé à cette mayonnaise. Et puis maintenant, c'est plus une mayonnaise, c'est un triomphe. Donc maintenant, c'est quasiment nous qui sommes obligés de calmer un peu les investisseurs, parce qu'encore un peu et on en aurait trop. En 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et président du Conseil général des Hauts-de-Seine, lance un grand plan de renouveau de la Défense. Il prévoit la construction de plusieurs tours, dont certaines aussi hautes que la Tour Eiffel. Si on veut être bien compris, il faut séparer ces deux grandes tours-là, qui représentent 2 milliards ici de travaux et 1,5 milliard ici. Donc ces deux tours-là représenteraient, dit avec beaucoup de prudence, environ 3,5 milliards de travaux hors taxes.
tous les autres projets représentent à peu près 4 milliards d'euros de travaux. Voilà. En termes d'étalement dans le temps, la première tour, c'est-à-dire Carpe Diem, celle-là, sera livrée dans 2 ans et demi, et les autres seront livrées dans les années qui suivront. Dans la foulée, l'EHPAD est devenu EHPADESA. Son territoire, jusqu'alors limité à la dalle de la Défense, gagne du terrain sur les villes de Nanterre et de la Garenne-Colombes. À l'origine de la Défense, il y a le CNIT, une prouesse architecturale qui ouvre la voie en 1958, suivie par une première série de tours dans les années 60. Après le premier choc pétrolier de 1973, tout s'est brutalement arrêté. La première relance de la Défense, à la fin des années 70, on la doit à cet homme, Christian Pellerin, longtemps surnommé le roi de la Défense. Ce promoteur, alors âgé de 33 ans, avait réussi à gagner la confiance du gouvernement. À la Défense, bien sûr, les règles sont extrêmement souples. Quand vous construisez dans une ville, vous êtes obligé de passer en respectant le règlement de construction existant d'une ville. Et si vous voulez le changer, il faut des années et des années. Donc vous êtes pris dans un réel carcan. Tandis qu'à la Défense, je dirais que le pouvoir politique, c'est un territoire qui dépend de l'État. Et les grandes choses se font quand même avec l'État. Plus qu'avec, c'est pas que j'ai quelque chose contre un maire local, comme l'actuel de Courbevoie, mais j'ai un maire, il a peur pour son électorat, il a peur de ne pas être élu, donc il va être frileux. Christian Pellerin a construit à lui seul la moitié de la Défense des années 80. Celui-là, donc, il part en 78. Derrière, vous avez la SFR, c'est moi qui l'ai fait aussi, au moment de la rénovation du CNIT. Après, vous avez les 2 tours du quartier d'Anton, que j'ai fait aussi. Après, vous continuez, vous avez les 2 tours de la Générale ici, que j'ai fait aussi. Amener ici la Société Générale, c'est quelque chose qui a été fondamental pour la Défense, surtout dans les années des années 90, où il y avait la crise, et donc venir implanter à la Défense la Société Générale, ça a été essentiel. Je l'ai négocié avec M. Viennot et M. Bouton à l'époque, et 2 ans après, nous livrions le siège ici. Et donc, c'est quand même amusant de voir tout ça bouger, quoi. Mais après la gloire est venue la chute. Au début des années 90, Christian Pellerin a été terrassé par la crise immobilière et condamné par la justice. Aujourd'hui, à la faveur du plan de relance, le flamboyant promoteur est de retour. Hello, Pellerin, how are you? Quite well, thank you. Ça va? Bien, bien. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps, on se connaissait début des années 70. Oui, c'est ça. Rue des Vignes. Oui, absolument. Donc, tout au début. Et c'était loué? Oui, ça y est, c'est fait. Et quelle surface? 10 000 mètres. 10 000 mètres carrés. Ouais. 10 000 loués. 10 000 loués. Ce qui, dans la conjoncture actuelle, est pas mal. T'es très belle, Marie-Fille. Merci, papa. T'as fait très fort pour les talons. T'as vu, regarde, papa, Oui. c'est en ton honneur. C'est des immeubles. Ah bon? C'est Chanel. Mais t'as vu, papa, moi? Ben oui, oui. Bah voilà, tu pourrais dire merci, ma fille. On m'a tellement fait chier. Tu vois, et le maire n'est pas là, il n'a pas le courage de venir. Ah, d'accord. Donc, attends, je n'ai pas l'habitude de laisser faire. Hein. Vous allez mettre des explications sur les mètres carrés. Bien sûr, c'est très simple. Bonjour. Bernard Accard, adjoint au maire de Courbevoie, et je tenais à saluer un des pères de la Défense. Vous êtes aimable. Certains le font. Ça arrive. Mais c'est quand même une belle entité, cette Défense. Oui, oui, oui. Et ça s'est pas fait comme ça. Non, 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 non. Il y en a qui font partie de l'association de la mémoire courte et d'autres pas. Voilà. Non, mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Oui, oui. Voilà. J'ai été fortement attaqué ces dernières années pour des mètres carrés fantômes. L'administration s'est réveillée, 15 ans après, en découvrant qu'on l'avait trompé et que
les surfaces de ces mètres carrés n'avaient pas été déclarées et qu'elles auraient donc dû payer. Alors, l'administration est quand même quelque chose de très sérieux, surtout que c'est très facile à contrôler sur une tour, car tous les étages sont les mêmes. Donc faire un mètré, c'est assez facile. En fait, on avait oublié, pour des raisons que je ne connais pas, ou qu'on peut imaginer, que tous ces mètres carrés, en fait, étaient connus de tout le monde. Surtout de la ville de Courbevoie. La ville de Courbevoie a délivré 800 000 mètres carrés suivant ces technologies. Donc des fantômes comme ça, ils ne hantent pas la ville de Courbevoie, ni l'EHPAD, ni la ville de Paris. Cette affaire, dans laquelle Christian Pellerin est mis en examen, est toujours en instruction au tribunal de Nanterre. Des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux auraient été construits hors permis de construire et sans être déclarés au fisc. Peut-être la plus grande violation du code de l'urbanisme jamais vue en France. La part d'ombre de la défense, sans laquelle le quartier ne serait pas ce qu'il est. L'actuel plan de renouveau n'a pas été lancé à l'initiative d'un promoteur visionnaire. Cette fois, ce sont les grandes entreprises qui ont alerté les politiques sur le besoin de construire de nouvelles tours. La Société Générale, le premier employeur de la Défense, a joué un rôle clé dans cette offensive. Et donc, la Société Générale a dit, moi, si je ne peux pas construire là, je ne vais pas aller m'installer dans le Val-de-Marne, je pars à Londres. Parce qu'à Londres, c'est la cité financière, la City, et donc, voilà, adieu le siège de la Société Générale et la plus grande salle des marchés du monde. Là, il y a eu une prise de conscience, évidemment, de la part des décideurs. Et honnêtement, je pense que tous les gouvernements auraient saisi par ce cas particulier. Aucun n'aurait pu se résoudre à voir partir un tel exemple du succès de l'économie française. C'est un grand établissement, même si parfois il y a des petits problèmes, mais c'est un grand établissement français, donc on ne se résoudrait pas à cette perte de substance, parce qu'après nous avoir expliqué que l'industrie, ça ne servait à rien, et qu'il fallait mieux n'avoir que des services, et après on affiche le camp les services, il ne reste plus que nos yeux pour pleurer. Pour aider la Société Générale à construire sa nouvelle salle des marchés, l'EHPAD a déroulé le tapis rouge. Non, mais vous savez, la Défense, c'est un village, tout le monde se connaît, donc l'établissement public connaît nos besoins, nous on sait aussi quelles sont les opportunités qu'ils vont mettre sur le marché, à quelle date. Tout ça, c'est une discussion entre gens qui se connaissent. Donc là, j'avais un cahier des charges tout à fait précis de la part de ma présidence et direction générale, qui était de trouver de quoi faire un outil pour les activités de marché à moins de 5 minutes à pied des tours existantes. Ce qui en soi est assez difficile, il suffit de regarder Google Earth et vous vous rendez compte que soit c'est construit, soit il y a du cimetière, soit il n'y a rien d'autre. Ça vous a coûté combien en droit à construire? Parce que, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système de droits à construire qui sont payés à l'EHPAD? Mais on ne communique pas sur les droits à construire, puisque les droits à construire font partie des négociations. Et en plus, si vous voulez donner un chiffre, en soi n'a pas de sens, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre. On ne fait pas qu'acheter de droits à construire. L'établissement public réalise aussi des prestations. Dans ce qui nous concerne, l'établissement public a réalisé le tunnel qui permet d'enjamber la voie rapide. L'établissement public réalise une passerelle qui va permettre de relier la dalle de la Défense à l'immeuble et par le biais de l'immeuble d'avoir un cheminement piéton jusqu'à la rue. Donc vous voyez, un prix en soi n'a pas de sens, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Ce type d'arrangement entre les grandes entreprises et l'État est la clé de voûte de tout le système. L'entreprise ne paye que les droits à construire à l'EPADESA, qui, lui, prend à sa charge les gros travaux d'aménagement des infrastructures. Il se trouve que pour des grandes entreprises comme nous, les tours sont des produits qui sont totalement adaptés. Parce qu'on a affaire à des grandes surfaces, on a affaire à des outils contemporains de travail. Cela nous permet de déménager rapidement toutes les équipes. Vous savez qu'on fait à peu près sur 20 000 personnes, 15 000 déménagements par an?
Ce sont des entreprises, les grandes entreprises comme ça vivent en permanence. Pour les grandes firmes du CAC 40, souvent issues de fusions à répétition, regrouper leurs effectifs au sein d'une tour fait partie d'une stratégie de communication. Installer un logo géant au 40e étage participe à la création d'une identité d'entreprise. C'est clairement le but recherché par Suez Environnement, qui s'est installé début 2011 dans l'ancienne tour Gannes, entièrement rénovée. Ça, c'est ce qui a été distribué à notre arrivée le premier jour. Donc, c'est un tour de cou pour pouvoir mettre par la suite son badge d'accès. Parce qu'on a un badge d'accès pour la tour et un badge d'accès pour le parking. Et puis, en fait, c'est un petit livret qui permet de savoir un petit peu comment se retrouver, comment circuler au sein de la tour, qui est réparti à quel endroit. Donc là, on voit par exemple que les équipes de Ondéo IS sont basées du 16e au 28e... Enfin, les équipes de Ondéo IS, de Degremont et de Lyonnaise des Eaux sont réparties entre le 16e et le 28e. Après, il y a les équipes de CITA et les équipes du siège de Suez Environnement jusqu'au 41. Disons qu'au départ, c'est assez perturbant, je dirais, pour certains, parce qu'ils ont le vertige ou ils ont une sensation d'oppression. C'est vrai qu'on est enfermé dans une tour, donc en plus, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Donc c'est vrai que pour certains, c'est très déstabilisant de ne pas avoir d'air libre ou d'être aussi haut, parce que vraiment, il y en a qui ne se sentent pas bien en hauteur. Donc le fait de voir par la fenêtre cette perspective les effraie, leur donne mal au cœur. Certains ont des migraines. Donc voilà, il y a un temps d'adaptation assez important. On nous met des choses pour nous rendre la vie plus facile, en contrepartie des petits inconvénients que ça peut générer chez certains. Donc les membres du comité de direction sont tous répartis sur cet étage. Je vous emmène avec moi. On va passer par ici. C'est des salons d'attente avec, donc pareil, un coin café. Il y a un coin café par étage. Ces immeubles fonctionnent tous sur le même modèle. Tout est fait pour éviter aux salariés d'avoir à sortir de la tour. Donc ici, vous êtes vraiment dans un espace que vous pouvez retrouver dans les salons de coiffure traditionnels. En plus, le petit plus ici, c'est que vous avez une très belle vue. Vous pouvez même apercevoir la tour Eiffel en vous faisant coiffer. Ce qui est un avantage non négligeable. Et voici donc la cave à vin. En termes de paiement, ça marche comment? Alors, pour le paiement, même chose, on facilite tout puisqu'on passe directement par un prélèvement automatique. Donc vous venez vraiment les mains dans les poches, vous venez sans portefeuille, sans chéquier, sans carte de crédit, rien. Tout est prélevé automatiquement sur votre compte bancaire. D'accord, ok. Tous les usagers de la Défense connaissent le centre commercial des Quatre Temps, où se mélangent costume 3 pièces et jeunes en basket. On connaît moins son propriétaire, Unibail-Rodamco, le numéro 1 européen des centres commerciaux. Le jeune PDG d'Unibail, l'un des mieux payés du CAC 40, a beaucoup œuvré pour convaincre l'État de relancer le quartier d'affaires. C'est combien le coût exactement d'ailleurs? Parce que je vais vous dire exactement, parce que ça serait bien de m'apporter les chiffres là. C'est qu'il m'apporte, il monte le sideshow. Peut-être c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide. Non, parce qu'après, ça devient un peu de la com-fi, alors il faut que je fasse un peu gaffe. C'est-à-dire? Ça devient la com-fi financière, vous voyez? Il faut que je fasse attention à ce que les chiffres que je vous raconte soient les mêmes que les chiffres, soit les derniers chiffres, si vous voulez, soient les mêmes que les chiffres de la communication financière. Parce que tout ça est surveillé de près par les actionnaires et bien sûr, ça influe sur le cours de bourse d'Unibail. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, ce qui est assez compliqué d'ailleurs, parce qu'en fait, je passe mon temps à essayer de faire la jointure, vous pouvez le filmer, ça. Je passe mon temps à essayer de faire la jointure entre un marché financier qui est de plus en plus court terme et nos projets qui sont par essence inscrits sur le long terme. Le court terme, c'est les Quatre Temps. Une machine à cash pour laquelle Unibail a obtenu l'an dernier l'autorisation très convoitée d'ouvrir le dimanche. L'autre activité du groupe, c'est l'immobilier de bureau. Et dans cet univers-là, Unibail est surtout connu pour avoir réalisé la plus belle opération financière de l'histoire du quartier. L'immeuble Cœur Défense, construit en 1997 pour 700 millions d'euros. On a fini par le vendre. Alors,
entre la vente et l'acquisition, il s'est quand même passé 10 ans. Entre 97, qui est le moment où on rentre dans l'opération, et le moment où on ressort, qui doit être 2006-2007, on l'a revendu en effet à 2 milliards 100 à la banque Lehman Brothers, avant que tout cela que le système financier ne s'effondre. Alors il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est un coup de génie. On n'avait pas prévu la crise financière. Dans toutes ces crises, il y a très peu d'acteurs contracycliques français. La plupart des capitaux qu'on voit se réinvestir quand on est dans une crise, les premiers capitaux qui arrivent en creux de cycle, si vous voulez, sont généralement des capitaux internationaux. Généralement des fonds d'investissement, des fonds opportunistes, qu'on a appelés les fonds vautours aux États-Unis, qui sont très très rapides, qui prennent des décisions d'investissement extrêmement rapides, qui sont des joueurs de court terme, qui sont des joueurs qu'on peut appeler des joueurs spéculatifs, si on voulait les caricaturer. C'est de l'argent qui est très risqué parce que, vous voyez, réinvestir quand il y a 12% de taux de vacances et que tout le monde vous dit pour juste écumer le stock d'immeubles vides, ça va prendre 15 ou 20 ans. C'est ce qu'on lisait dans les années 90. La surproduction de bureaux est telle que ça va prendre 20 ans pour retrouver un équilibre de marché. Bon, vous prenez des risques. Ce risque, il doit évidemment être rémunéré. Aujourd'hui, Unibail rejoue sur le tapis vert. Avec les projets Majunga et Phare, il fait partie de ceux qui vont construire des nouvelles tours à la Défense. Pour séduire tous ces investisseurs, le gouvernement a fait voter une loi sur mesure au Parlement. Les promoteurs qui s'engagent à rénover des tours vieillissantes bénéficient d'un gros cadeau fiscal, sous forme de ristourne de taxes sur les bureaux. Quand vous avez une tour ancienne et que pour la rénover, mieux la louer, la mettre en conformité avec le Grenelle, l'énergie, etc., vous décidez d'en couper un morceau et d'en refaire un autre au-dessus. Cette loi que vous évoquez a prévu que dans le cas du plan de renouveau et pour encourager cette modernisation, on ne repayait pas l'impôt bureau sur la partie qui existait et on ne la payait que sur celle-là. Car dans une application stricte de la loi fiscale, il eût fallu repayer sur la totalité du projet. Autrement dit, ce petit morceau de loi a évité aux investisseurs ce que j'appellerais la double peine. Ils ne payent la taxe bureau que sur les parties nouvelles. L'un des premiers à profiter de ce traitement de faveur a été Aviva, l'une des plus grandes compagnies d'assurance mondiale cotées à Londres et à New York. Elle a investi l'argent collecté dans ses fonds d'assurance vie pour construire la tour Carpe Diem, une mise de 270 millions d'euros. L'escalier sera juste en face de vous, là où vous avez les ouvriers qui sont en train de regarder le chantier. Et Carpe Diem utilisera bien sûr tout le terrain qui est devant vous. Et nous sommes au moment où nous sommes en train de mettre les 114 pieux de soutènement de la tour. Elle va faire 162 mètres, donc elle sera plus haute que ses voisines immédiates. 33 étages. Une telle opération aurait été strictement impossible dans une ville ordinaire. Mais nous sommes à la Défense, où les règles habituelles n'ont pas cours. Généralement, je vais simplifier. Lorsque vous démolissez, vous ne pouvez pas reconstruire plus que ce que les mètres carrés vous avez démoli. Avec le plan de relance, je pouvais acquérir, dans le cadre d'une négociation avec l'État, des droits à construire, me permettant, et c'est là que arrive et s'inscrit et se dessine Carpe Diem, permettant de passer d'un petit immeuble obsolescent à une tour de 33 étages, donc une autre histoire d'urbanisme. De l'autre côté du boulevard circulaire, un chantier d'un autre type est en cours. La rénovation de la tour Descartes, construite en 1988 pour IBM, qui a quitté les lieux fin 2009. Pour attirer un nouveau locataire, son propriétaire a entrepris de remettre l'immeuble aux normes. L'architecte et le propriétaire font visiter le chantier au maire.
On pourra peut-être être invité quand on a l'inauguration ensemble, on verra ce que ça donne, quand même, ça vaut la peine, non? C'est vrai, moi j'aime bien toujours voir avant et voir quand c'est fini, quoi. Ah, ça vaut la peine. Pardon? Allez-y, on vous suit. C'est par là? IBM est parti parce que je pense qu'ils ont eu des réformes internes qui ont fait que les effectifs ont changé, que la tour, qui représente à peu près 90 000 m², était trop grande pour les effectifs actuels de l'implantation d'IBM, et que du coup, cette tour était obsolète aussi sur le plan technique et sur le plan de l'organisation générale par rapport à la configuration contemporaine des bureaux. C'était un peu une forteresse? C'était une forteresse, oui, parce qu'en plus, il y a une douve périphérique, c'est-à-dire qu'il y a un fossé périphérique, donc c'était assez défensif, et en plus, comme vous le verrez, c'est assez fermé sur l'extérieur. Vous avez déjà des clients, quoi? C'est beau. Non? Non, je pose toujours la question, moi c'est important. Moi. Quand une tour est faite, que les clients arrivent aussi bien pour vous que pour nous. Hein. On a commencé les travaux de curage et désamiantage début 2010 et la livraison de la tour est prévue début 2013. C'est un des problèmes de la défense et des tours de génération comme celle-ci, génération 80. Il y a des tours qu'on a du mal, ou que leurs propriétaires ont du mal à désoccuper, à vider si vous voulez, pour les rénover. Nous on a à la fois cette chance et ce challenge. C'est un véritable challenge puisque on essaye de faire le mieux, le plus vite pour la remettre en service, si je peux me permettre. Voilà. C'est comme l'entretien d'un navire de guerre. Quoi. Là, c'est l'altoport de longue durée. Les propriétaires des tours jouent gros. Ils financent les travaux sans savoir à l'avance à qui ils loueront les bureaux. C'est le cas du fonds d'investissement américain Beacon Capital Partners. 4 ans de travaux pour rénover l'ancienne tour AXA, rebaptisée First, en lui ajoutant 50 mètres de hauteur. Pour l'instant, seule la moitié de la tour est louée au cabinet d'audit Ernst & Young, car la crise est arrivée entre-temps et les clients ne se bousculent pas pour s'installer dans ces bureaux à 600 € le mètre carré. On travaille beaucoup sur du regroupement en ce moment de position. En Ernst & Young, c'était 2 sites, voire même un 3e site, ils se sont regroupés. Tout d'un coup, tous ici. Donc un site sur la Défense derrière, un site à Neuilly se regroupe. L'autre, c'est un site principal dans le 8e et des sites satellites un peu partout autour. Regroupement. Pour les Parisiens, c'est un peu plus simple parce que les Parisiens ont des loyers quand même assez forts. Donc là, c'est du regroupement et c'est du réduction de coûts. Flexibilité des plateaux, la densification. Là-bas, ils sont sur une personne pour 13, 14, 16 mètres carrés. Ici, on peut arriver à monter sur une personne pour 10 mètres carrés. Pour mettre 10 000 mètres carrés dans Paris, c'est un gros immeuble. Ici, 10 000 mètres carrés, c'est 5 étages. Je dirais que globalement, c'est une opération qui va nous coûter dans les un peu plus de 700 millions d'euros, globalement. Tout cadenassé, tout fait, y compris le rachat des parts d'AXA, ce qui était convenu à l'origine. Et si on investit 700 millions et un peu plus dans cette tour, naturellement, nous sommes tout à fait réalistes que ça serait bien d'en gagner le double, mais ça ne marche jamais. Voilà, donc c'est loin du double. Non, l'opération, je pense que c'est de rendre les fonds propres à nos investisseurs avec une petite marge supplémentaire qui soit théoriquement un peu mieux que ce qu'on trouve sur le placement de la trésorerie courante sur le marché. Voilà. Moi, je pense que fin 2011, mi-2012 peut-être, fin 2012 éventuellement, c'est le moment de sortir. Grâce à cette fièvre spéculative, les communes sur lesquelles la Défense est construite vont continuer à s'enrichir. La contribution économique territoriale, versée par les entreprises, qui a succédé à la taxe professionnelle, retombe comme une pluie d'or sur les villes et le département des Hauts-de-Seine. Pendant 50 ans, Puteaux et Courbevoie n'ont même pas eu à payer l'entretien du site, assuré jusque-là par l'EHPAD. Quand j'ai été élu maire en 1995, je connaissais l'EHPAD, parce que bien entendu c'était pour Courbevoie important, mais nous n'avions pas tellement de place au conseil d'administration de l'EHPAD. Et bien à l'époque, avant moi, des tours se construisaient sans que, disons, le maire ait trop son mot à dire. On vous disait simplement, attendez, ne vous plaignez pas, vous avez de la taxe professionnelle qui va tomber dans vos recettes, donc soyez gentils. La taxe professionnelle qui nous revient d'une tour est variable, puisque sur l'ensemble des tours, nous avons 25 millions d'euros. Donc ces 25 millions d'euros peuvent faire une crèche, peuvent faire plusieurs crèches, bien entendu, peuvent faire des équipements.
Une crèche est environ 5 à 6 millions d'euros. Donc ça donne pas mal de crèches. Ça donne pas mal aussi d'équipements sportifs. Un gymnase, c'est environ 5 millions d'euros. Donc ça permet de construire ça et ça permet d'apporter quelque chose de plus aux habitants. Mais je ne peux pas savoir une tour spécialement si vous voulez, ce qu'elle peut donner. Par contre, quand une tour se vide, ça on le sent très bien. Parce que c'est toute une taxe professionnelle qui part. De l'autre côté de la dalle, Puteaux, moins peuplée que Courbevoie, est encore plus riche que sa voisine. Elle est dirigée depuis 35 ans par une même famille. Joël Secaldi-Reynaud, le maire UMP, qui a succédé à son père, place aujourd'hui son fils dans le jeu politique. Madame le maire, pouvez-vous vous engager conformément aux règles, aux lois, à ne pas utiliser les moyens municipaux pour assurer la campagne cantonale de votre fils? Monsieur Grébert et Madame Panzelloni, je sais, monsieur et madame, comment on fait une campagne. Et d'ailleurs, je les gagne et vous les perdez. Ce n'est pas sans doute étranger au procédé que vous venez de nous rappeler. Question numéro 2, monsieur Grébert. Seul Christophe Grébert, principal opposant au maire, a accepté de répondre à nos questions sur l'utilisation des taxes issues de la Défense. Les 2/3 du quartier d'affaires de la Défense se trouvent sur le territoire de Puteaux. Le CNIT, c'est à Puteaux, la Grande Arche, c'est à Puteaux, le centre commercial des 4 Temps, c'est à Puteaux, et puis plusieurs tours. Donc évidemment, pendant des décennies, depuis les années 50-60, Puteaux a profité de la manne de la Défense à travers essentiellement la taxe professionnelle. Ce sont des centaines de millions tombés dans les caisses de Puteaux, ce qui a permis à la majorité municipale, au maire, de développer un clientélisme incroyable dans cette ville, avec la construction d'équipements plus extraordinaires les uns que les autres. On a la folie des palais ici. On a eu pendant longtemps un budget réception à Puteaux, 40 000 habitants, qui était supérieur au budget réception de la ville de Paris. Maire de Puteaux, Joël Secaldi-Reynaud est aussi présidente de l'EPADESA. Il n'y a pas à Puteaux de PLU, de plan local d'urbanisme. Il devrait y en avoir un. Mais il ne le fait pas parce que ça permet à l'EPADESA de faire ce qu'il veut, à l'aménageur public de faire ce qu'il veut, de construire des tours à la hauteur qu'il souhaite. Dans le fond, les maires, ça les arrange de dire à leur population c'est pas moi, je ne suis pas responsable, c'est l'État qui est responsable. Les 180 000 salariés qui travaillent dans les tours l'ignorent souvent. Il y a aussi 25 000 personnes qui habitent à la Défense. Ce mélange de bureaux et de logements, voulu par les concepteurs de la Défense dans les années 50, est unique au monde. C'est vrai qu'on voyait là, cette tour tous les matins et elle ne nous attirait pas énormément parce qu'il y a un mélange de couleurs un petit peu particulier. Et en fait, au moment où on s'est décidé d'acheter un appartement, on a un petit peu visité dans la région. Et on s'est dit, on a vu une annonce en fait, qui concernait la Tour Défense 2000, donc on s'est dit on va voir comment c'est à l'intérieur, juste pour, sans y croire vraiment en fait. Et en arrivant à ce 41e étage, en voyant la vue, c'était en début de soirée, il commençait à faire un petit peu nuit, donc en plus il y avait les lumières. Ça nous a impressionnés tout de suite et en fait on a visité d'autres appartements par la suite, mais on n'a jamais pu vraiment oublier cet appartement. On a vraiment une impression de prendre de la hauteur, d'être un peu au-dessus de la mêlée, je dirais, entre guillemets. Et il y a un côté apaisant, en fait. Quand on rentre le soir, on a l'impression d'être sorti un peu des tracas, pas complètement, mais en tout cas, une impression de paix relative. Et c'est vraiment très agréable. Tu dois faire un bisou sur le front? Quand je parle un petit peu à mes collègues du fait d'habiter, que j'habite dans la tour Défense 2000, le premier blocage est souvent le fait que les gens se disent habiter à côté de son travail, c'est quelque chose qui les rebute complètement. Or nous en tout cas, on a vu directement l'aspect ne pas avoir à faire 2 heures de transport par jour, pouvoir être en 12 minutes montre en main à son travail et revenir à la maison, c'est un côté tellement appréciable que effectivement, je vois la tour de mon travail le soir en rentrant. Bon, on a juste à regarder ailleurs et puis voilà, le problème est oublié. Aïe! Elle est confortable la maison? Oui. Vous voyez, même lui le dit. Donc... et la maison. T'es bien à la maison, toi? Oui. Tu trouves qu'elle est confortable? Oui. Bon, mais c'est bien. Tu le vois? Je vais monter là et non, tu peux pas monter là, c'est trop dangereux, mon grand. Mais
Bah, le parc, tu le vois, là, il y a de la neige dessus. Une difficulté, c'est vrai que, par exemple, pour nos courses, c'est vrai qu'on se fait beaucoup livrer par Internet. Charger les courses, revenir à la tour, passer par tous les ascenseurs pour remonter les courses, c'est pas simple. Donc, très souvent, en fait, on fait livrer nos courses. Voilà, il faut avoir des services de livraison à domicile. Sinon, c'est assez compliqué. C'est vrai. Ce qui fait aussi de ce quartier un lieu exceptionnel au plan architectural, c'est que les piétons marchent sur une immense dalle de 30 hectares. Cette dalle de béton surplombe un millefeuille de voies rapides et de parkings réservés à la circulation automobile. Les architectes sont des malades mentaux, donc de toute façon, s'ils peuvent construire très haut, ils sont contents. Il faut faire attention aux architectes. La question de la ville est une question trop sérieuse pour qu'on la laisse aux seuls architectes, comme la guerre aux militaires, hein, pareil. Fabriquer un quartier artificiel sur dalle, évidemment, ça rend le quartier inaccessible aux autres, enfin, ou extrêmement compliqué. Une ville dans laquelle on n'arrive pas tout seul, c'est pas une très bonne idée. Mais en même temps, ça a créé un caractère insulaire qui est pas mal. En même temps, cette insularité, elle était monomaniaque. À part quelques logements restés là, elle était monomaniaque, donc uniquement des bureaux, uniquement des bureaucrates, ça n'a pas le bonheur d'une rue normale où il y a tout le monde. Là, il y a une catégorie de citoyens assez normée, quoi. Qui d'ailleurs, une caractéristique, c'est qu'ils ne promènent pas beaucoup, ils tracent. Ils vont au boulot. La drague marche pas terrible. L'île a un avantage, c'est qu'elle concentre. C'est que ça marche comme un condensateur. On ne peut pas déborder les bords. On remarquerait que la foi n'est pas absente, sous la forme d'une église un peu confidentielle, ce qui permet aux hommes d'affaires de prier pour le CAC 40. Ce que je trouve formidable à la Défense, c'est l'arrivée de la Grande Arche. C'est-à-dire une gratuité. Alors, ça coûte très cher, mais c'est gratuit au sens du monument. Il y a de l'échange symbolique. Il y a quelque chose qui ne sert à rien. Il y a un trou qui ne sert à rien. Dans ce trou, il faut imaginer qu'on peut rentrer Notre-Dame. Donc c'est un coup de ciel, c'est un cadrage de ciel formidable. Et il a permis de prolonger l'axe. Nanterre s'est inventé après. Et Nanterre s'est rassemblée autour de cet axe, alors qu'avant, Nanterre était une ville morcelée. De l'autre côté de la Grande Arche, la ville de Nanterre, l'un des derniers bastions communistes d'Île-de-France, a tenté un autre modèle de développement urbain à l'opposé de celui imposé par l'EHPAD aux villes UMP de Puteaux et Courbevoie. Ici, un autre établissement public a permis la création d'un quartier d'immeubles bas où se mélangent bureaux et logements sociaux. Dans aucun quartier d'affaires du monde, les grands quartiers d'affaires des grandes métropoles, il y a comme ça, juste à côté de la Défense, des tours de logements sociaux. Qui témoignent un peu de la confrontation depuis 50 ans. Même à Pékin, ils ont enlevé les hutongs. Le pouvoir politique au plus haut niveau intervient sans cesse pour modifier l'aménagement et le devenir. Et face aux hauts fonctionnaires de l'État, comme face à tous ces promoteurs, il faut une volonté politique forte. Nous, on l'a d'ailleurs traduit dans notre plan local d'urbanisme. Chaque fois qu'un promoteur ou chaque fois qu'un propriétaire construit plus de 12 logements, il est obligé de construire 40% de logements sociaux. Mais quand vous n'avez pas de programme, quand vous n'avez pas arrêté de principe d'aménagement, alors évidemment, c'est tentant. Peut-être demain, on dit à des élus à la Défense, on vous en construit 400 000 mètres carrés supplémentaires, puis voilà, on vous règle tous les problèmes, ça vous permettra de régler tous les problèmes qu'il y a avec le boulevard circulaire, la dalle, etc. etc. D'ailleurs, heureusement qu'il y avait Nanterre pour la Défense, parce que qui peut habiter dans ces logements sociaux ou dans ces logements d'accession à la propriété à prix maîtrisé ? Ceux qui réparent les ascenseurs de la Défense, ceux qui assurent la sécurité des immeubles, les employés des magasins qui vendent dans ces boutiques. Sans Nanterre, la Défense ne peut pas fonctionner.
Le modèle défendu par le maire de Nanterre est en opposition frontale avec celui de l'EPADESA. Or, c'est à Nanterre que va se jouer l'avenir du quartier d'affaires. Alors que sur la dalle, l'espace est saturé de tours, on trouve encore à Nanterre des endroits oubliés. Dans le quartier des Groux, les habitants s'attendent d'un jour à l'autre à être expropriés. Si nous, on était amenés à être expropriés et qu'on nous proposait, mettons, une moyenne de ce qui est proposé là-bas, c'est-à-dire 3 000 € du mètre carré, je pourrais même pas me reloger dans le même quartier si je veux garder mon business et l'univers scolaire de mes enfants. Si je veux rester en face, je peux pas me reloger parce que là, ici, c'est entre 6 000 et 7 000 € du mètre carré. Donc un jour, on nous dit oui, ce serait génial que cette rue, elle reste. Et puis une autre fois... ah ben vous savez, d'ici 5 ans, ça peut rester, puis après les projets vont évoluer, à plus 10 ans, plus 20 ans, c'est pas du tout sûr qu'on puisse rester, quoi. Et on espère y rester le plus longtemps possible, parce que retrouver ça ailleurs, dans une proximité telle que celle-ci de Paris, on retrouvera, enfin à mon avis, on retrouvera pas, quoi. Alors ce coin-là appartient à l'EHPAD, l'EHPADESA maintenant. Et là-bas aussi, ici, il y avait un peintre. Tout a été démoli aussi. C'est une ancienne route qui aboutissait là-bas, rue de la Garenne. Et il y avait des maisons, là, il y avait une maison ici. Le contexte, il est là, c'est la nature, quoi. C'est-à-dire des grands bâtiments, une autre façon de vivre. Et ici, on est resté aux années 60, 70, quoi, voilà. Les petits pavillons, les arbres, les feuilles, coup de peinture le printemps, on est resté comme à 30 ans en arrière, 30-40 ans en arrière. Que là, bien sûr, c'est différent. Les gens, ils sont chez eux, il y a des déménagements, il y a des sociétés qui font l'entretien, il y a les écoles. C'est une vie ultra moderne. Que nous, on reste un peu... On a besoin de quelque chose, on va voir le voisin, voilà. Alors cet hangar-là, c'est moi qui l'ai fait avec un ami pour faire un abri. Hein. Et on avait fait le club de catch. Les débuts, ça a été ici. D'ailleurs, je garde toujours un peu le style. Quand il fait beau, on s'entraîne encore ici. Le plan de renouveau de la Défense prévoit d'installer une nouvelle gare dans le quartier des Groux, ainsi qu'un grand stade privé, ouvrant la voie à la spéculation immobilière. C'est nous qui menons en fait. Bon, bah, on va essayer de... On fait un tournoi entre 8 équipes du département. On travaille chez HLBC. On travaille dans cette tour là, Cœur Défense, 20e étage. Et on est installé là depuis 2001, suite au rachat par HLBC d'une banque qui s'appelait Crédit Commercial de France. En période d'été, on achète des sandwichs, on mange sur place, on discute un petit peu. Et en période un peu plus fraîche, et on mange au self, un peu rapidement, et on profite après jusqu'à l'heure en fait. L'arrivée de 50 000 nouveaux salariés dans les tours en construction inquiète les représentants syndicaux. Améliorer les tours, c'est bien en soi, hein, parce que elles sont très énergivores, elles ne correspondent plus aux normes. Donc en faire des nouvelles qui soient plus respectueuses des normes environnementales et qui soient moins gloutonnes en énergie, pourquoi pas. Hein. Par contre, ici, on est déjà totalement saturé au niveau des transports. « 86% des salariés viennent en transport en commun. Bon, les parkings sont hors de prix de toute façon et ils ont tendance à se réduire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'offre de transport ne peut plus trop s'accroître
Il y a à peu près la moitié des salariés qui viennent par le biais du RER, 37%, et de la ligne 1, 27%. Et c'est deux lignes d'ailleurs qui se suivent. Et quand l'une ne marche pas, souvent l'autre suit parce que le report sur l'autre ligne fait qu'elle ne peut pas supporter cette surcharge. À l'avenir, de nouvelles lignes de transport en commun devraient desservir la Défense dans le cadre des projets du Grand Paris. Mais elles ne verront pas le jour, au mieux, avant 2025. Métro automatique formant une boucle tout autour de Paris, Arc Express est le grand projet de transport en commun piloté par le STIF et porté par la région. Dans les projets, il y a une ligne de liaison TGV entre Roissy et la Défense, mais cette ligne ne concernera pas les salariés. Je ne pense pas qu'elle soit ouverte avec la carte Navigo. Et donc elle concerne les hommes d'affaires qui viennent traiter ici à la Défense. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que les transports au long cours, enfin ceux qui vont loin, qu'il faudra améliorer, mais aussi les transports de proximité. Des fois, pour aller à Nanterre, dans des quartiers qui sont juste à côté de la Défense, il n'y a quasiment pas de transport, des lignes de bus surchargées, avec peu de fréquence, et des fois c'est plus compliqué de venir de l'autre bout de Nanterre que de venir de Versailles ou de Saint-Germain-en-Laye. D'où la question, faut-il vraiment rajouter des tours autour? Le projet qui suscite le plus d'opposition est celui du promoteur russe Hermitage, en bord de Seine à Courbevoie. 2 tours de 300 mètres de haut, des appartements à 12 000 € le mètre carré et un hôtel 5 étoiles. Le tout à la place d'un grand ensemble de logements sociaux datant des années 70. Il y a eu toutes sortes de craintes. Il y a eu des craintes sur le relogement. Et ils ont vu qu'on l'avait fait dans de très très bonnes conditions, des contraintes techniques. Et ils ont vu qu'on avait pris les meilleurs, aussi bien Foster pour l'architecture, qui est internationalement connu et qui a fait très très belle réalisation, mais également Turner, qui est notre consultant. Ce sont eux, entre autres, qui ont été le consultant de la plus haute tour du monde, qui est celle de Dubaï, qui culmine à plus de 820 mètres. Bon, ce sont les consultants, ce sont nos consultants. Ce sont aussi les consultants de nos actionnaires, d'ailleurs, à Moscou. Ça avance concrètement, on y met de l'argent, c'est très concret, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. Et laissez-nous avancer, vous verrez que ce projet se fera. Hermitage a racheté ses logements au bailleur social Logis Transport pour les détruire au plus vite. 250 logements sociaux ne pèsent pas lourd face à 500 appartements de grand luxe. Ils ont acheté ces immeubles à 3 500 € le mètre carré. Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui à 3 500 € en région parisienne? Rien. Eh bien, si eux, ils achètent du beau, quelque chose qui peut encore servir aux citoyens normaux pendant 100 ans encore. Ces immeubles sont de très belles factures. Ce permis a été déposé alors que les habitants sont toujours à l'intérieur, contrairement au texte en vigueur. Et je pense que dans cette opération, c'est l'État, et derrière l'État, c'est Sarkozy. Puisque Sarkozy, candidat à la campagne des présidentielles, a voulu faire de ce projet de renouvellement de la défense et de réforme de la défense une sorte de symbole de la France qu'il voulait incarner, une France moderne, une France qui brille, qui écrase toutes celles et tous ceux qui finalement ne vont pas dans le sens du progrès. Lorsqu'une famille s'en va, une de plus, ce qui d'ailleurs précarise beaucoup les autres habitants qui se disent « ça y est, on s'approche de la fin », on casse à l'intérieur et ensuite on impose des portes de sécurité pour empêcher que quiconque puisse y rentrer. Vous, Hermitage, vous êtes occupé de ce relogement ou est-ce que c'est le bailleur Logis Transport qui gère les damiers qui s'en est occupé? Ça veut dire quoi, gérer le relogement pour... Enfin, je ne sais pas qui a fait quoi, comment les choses se sont passées. C'est nous directement. Nous, on travaille en coopération avec le bailleur social, que vous connaissez. On a, depuis le départ, une obligation avec le bailleur social de les aider et de contribuer directement au relogement des 250 familles qui occupent les damiers sur 3 immeubles principaux, en fait plus connus sous l'appellation de 2 damiers. Il y a le damier d'Anjou et le damier de Bretagne, mais on a aussi un 3e bâtiment qui s'appelle Infra, qui est une sorte d'immeuble placard qui donne sur la RD7 en face de Neuilly. Le promoteur russe s'est engagé dans une course contre la montre pour reloger les locataires et obtenir au plus vite son permis de construire. Si Hermitage a déjà investi beaucoup d'argent dans ce projet à 2 milliards d'euros, c'est qu'il est soutenu au plus haut niveau de l'État. L'accord a été signé très officiellement à Saint-Pétersbourg
en présence des présidents français et russes. Cet accord est signé entre le Fonds russe d'investissement Hermitage et l'établissement public d'aménagement de la Défense par Madame Sekaldi Reynaud, sa présidente, Monsieur Chex, son directeur général, et pour la partie russe, Monsieur Iskenderov. Aujourd'hui, ce projet est gravement compromis. En mars 2011, la maison mère d'Hermitage à Moscou a brutalement mis la clé sous la porte, laissant à ses banques plusieurs centaines de millions d'euros de dettes. Mais il en faudra sûrement plus pour refroidir les ardeurs des promoteurs. Pour ce documentaire d'Hélène Constanti sur ce quartier qu'on a l'impression de connaître, hein, ce quartier de la Défense qui regroupe 2500 entreprises, 71 tours, 150 000 salariés, c'est considérable et pourtant on ignore souvent toute la façon dont les choses se sont passées, dont ça a été construit, dont ça fonctionne, dont ça respire. Alors pour parler de ce quartier de la Défense et du Grand Paris, puisque d'ici quelques jours on va savoir un petit peu ce qu'il en est du Grand Paris, autour de la table Jean-Pierre Fourcade. Bonjour Monsieur le ministre, vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, vous êtes aussi rapporteur au Sénat de la question du Grand Paris. J'ai été, je continue à m'en occuper. Bon, en face de vous, Patrick Jarry, vous êtes maire de Nanterre, toujours actuellement maire de Nanterre, et on l'a vu dans le reportage, pas toujours favorable à certaines orientations de développement de l'urbanisme. Bertrand Lemoine, vous êtes architecte, ancien directeur de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, et c'est vous qui vous occupez de ce qu'on appelle l'atelier international du Grand Paris. Ça veut dire quoi? C'est que vers vous convergent tous les projets des différents studios d'architectes sur ces questions-là? Disons qu'on s'appuie sur un conseil scientifique formé par les 10 équipes d'architectes, urbanistes qui ont été associés à la consultation lancée en 2008 par le président de la République et qui a produit en 2009 les résultats que l'on sait, qui ont contribué largement à faire naître l'idée qu'il fallait prendre à bras-le-corps cet ensemble de projets. Le développement de la région parisienne, en fait. Que c'était un projet presque de civilisation qui était devant nous. Et dans lequel vous intégrez la Défense? La Défense étant une partie, bien sûr, active et moteur peut-être de ces développements. Et tout à l'heure, nous rejoindra Thierry Soler, il est dans le studio. Il est vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine et maire adjoint de votre ancienne ville, Jean-Pierre Fourcade, de Boulogne. Je suis toujours conseiller municipal. Oui, absolument. C'est pas votre. J'y tiens beaucoup. Alors, on va commencer avec vous, Hélène Constanti, puisque vous êtes la réalisatrice de ce sujet. D'abord, pourquoi vous avez choisi la Défense? Vous étiez fasciné par l'endroit, qui est magnifique. Hein. C'est un endroit. Les images sont très belles d'ailleurs dans le documentaire. C'est un territoire qui est peu connu. Moi, que j'ai découvert lorsque j'avais écrit un livre sur les Hauts-de-Seine en 2007, qui s'appelait 9-2, le clan du président, qui était un livre plutôt politique, hein, sur les racines de Nicolas Sarkozy dans les Hauts-de-Seine. J'avais découvert ce territoire dans lequel j'avais plutôt l'habitude de me perdre lorsque je rendais visite à des grandes entreprises et qui m'avait toujours fait l'effet d'une sorte de territoire offshore
Grande dalle, un endroit assez... Il y a une ambiance très particulière, tout le monde se déplace à pied, les voitures en souterrain, et une puissance qui s'en dégage, qui m'a toujours beaucoup impressionné, une puissance économique. On est au cœur du réacteur de l'économie française, comme le dit Philippe Schex dans le documentaire. Et donc j'avais envie d'expliquer. Et c'est bien dit dans le documentaire, effectivement, offshore. On a l'impression qu'on est en dehors du temps et des règles habituelles. Alors, c'est une chose qui nous a frappé lors du mois de tournage qu'on a réalisé sur ce territoire. Donc, je suis l'auteur du film, le réalisateur c'est Éric Chebassier. On a tourné pendant tout le mois de décembre, ce qui explique la neige que l'on voit sur certaines images. Pas toujours, il a neigé à un moment donné. Et alors, une chose qui nous a frappé en allant à la rencontre des promoteurs, des grands patrons du site, de l'établissement public, c'est que des règles très particulières ont été créées dès 1958, dès la création de cet établissement public. Ce ne sont pas les règles habituelles d'une commune qui en cours ici. C'est un établissement public, c'est l'État qui a la main, c'est l'État qui décide. C'est pour ça qu'il y a des tours qui vont bientôt faire 300 mètres de haut, qu'on trouverait nulle part ailleurs. C'est pas une zone de non-droit, c'est une zone avec un droit particulier pour obtenir ce développement-là. Qui remonte à quand ça remonte la décision d'organiser à l'ouest de Paris ce quartier d'affaires assez gigantesque aujourd'hui, parce que c'est le premier d'Europe? Ça remonte même à la 4e République en réalité, et même peut-être entre les deux guerres, parce qu'entre les deux guerres, on avait l'idée de prolonger ce fameux axe qui structure Est-Ouest, qui structure Paris depuis le Louvre, en passant par la place de la Concorde, la place de l'Étoile, et ensuite au-delà jusqu'à Saint-Germain. Et on avait l'idée peut-être jusqu'à la mer, on pourrait aller un peu plus loin. Et on avait l'idée déjà qu'il y avait quelque chose de structurant physiquement, géographiquement autour de cet axe. Et c'est sous la 4e République, dans les années 50, qu'est née l'idée de créer un quartier d'affaires qui a été véritablement lancé, effectivement, avec la pulsion très forte de l'État sous la 5e République. Et aujourd'hui, on en est où? Parce que vous dites aujourd'hui, on s'est concentré, on a assez peu parlé de l'histoire, on l'a évoqué brièvement, mais on s'est concentré sur ce qui se passe sur ce territoire depuis 2006. Nicolas Sarkozy, avant son élection à la présidence de la République, avait décidé d'un grand plan de renouveau du quartier d'affaires. Il était à l'époque encore président du Conseil général, de l'établissement public, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement, et il avait décidé, après avoir écouté les grands patrons qui étaient présents à la Défense, il avait ressenti le besoin d'une relance économique, de créer de nouvelles tours, de relancer l'activité, de redonner un second souffle. Et là, avec à nouveau des règles particulières, une loi spéciale qui a été votée au Parlement quelques jours avant Noël à l'initiative de Roger Carucci, qui l'avait défendu à l'époque. Et là, on détaille effectivement des avantages particuliers qui ont été accordés aux promoteurs qui allaient construire ces nouvelles tours. Ça et les présenter comme quasi, je dirais pas mafieux, mais on explique discret, que c'est un lieu qui est au service de la puissance économique de la France. Après, chacun peut on peut trouver ça formidable, que les grands patrons puissent créer de l'emploi, etc. On s'est aussi, nous, mis du côté à la place des salariés, des habitants, qui voyagent dans des transports en commun surchargés. Voilà, donc on a essayé de donner un peu la parole à tout le monde. Monsieur Fourcade, alors, c'est un endroit anormal? Deux observations. Non, pas du tout. C'est un endroit un peu spécifique, mais c'est une opération faite par l'État, engagée au début de la Ve République, faite par l'État. Et dans cette opération, il y a deux caractéristiques intéressantes. La première, c'est que la plupart des salariés qui travaillent à l'heure actuelle à la Défense arrivent à la Défense avec des moyens de transport en commun. C'est tout à fait exceptionnel par rapport à l'ensemble de la région où, en général, les gens arrivent plus tôt avec des systèmes de voitures automobiles, etc. Là, la Défense a été conçue avec le mode de transport adéquat, et ce qui va très bien aujourd'hui avec les problèmes écologiques que nous connaissons. Et deuxième observation, les élus, c'est-à-dire aussi bien les élus locaux, les trois maires de départ, plus le conseil général, plus le conseil régional, puisque moi j'ai représenté le conseil régional au conseil d'administration de l'EHPAD il y a un certain temps, quand j'étais au conseil régional. Les élus ont toujours insisté sur le fait qu'il n'y avait pas assez de logements dans l'emprise du système. Et il est clair que dans la reprise en main du quartier et dans le développement, il est clair qu'il faut prévoir un certain nombre de logements. D'ailleurs, ça fait partie de la loi que j'ai développée sur le Grand Paris. Il va désormais prévoir davantage de logements dans l'opération, car on va y inclure des logements. La rupture bureau-logement est beaucoup trop forte. Alors, M. Jarry, parce qu'on va revenir sur comment on développe une ville, mais M. Jarry, quand même, sur ce documentaire et sur cette vision, assez affairiste de ce quartier-là. Oui, non, moi je crois que l'idée que c'est un territoire qui est hors sol, hors norme et hors droit
est tout à fait une réalité. Il s'est En droit, mais dans un droit quand même. Il a même été tout hors n'est droit. pas permis Y là-bas. compris récemment, il a été hors droit puisqu'il a fallu que le président de la Cour des comptes, Philippe Seguin, vraiment y mette toute son autorité et se fâche pour que enfin le plus grand scandale du développement de la défense cesse, puisque pendant 30 ans, alors que dans tout quartier de France, lorsque les travaux sont terminés, on restitue les espaces publics aux collectivités territoriales, que ce soit les villes, que ce soit le département, que ce soit la région. Pendant 30 ans, on a fait de la cavalerie, c'est-à-dire personne ne payait l'entretien de la DAD, des escalators, des ascenseurs, des galeries techniques, etc., etc. Et on faisait fonctionner ça avec la planche à billets que constituent les droits à construire. Il faut bien que les gens comprennent que la défense, c'est une machine à vendre l'EHPAD des uns aujourd'hui, c'est une machine à vendre des droits à construire. Et pourquoi je dis également Les gens que... ne savent pas ce que c'est qu'un droit à construire en général. C'est quoi? Pour que, quand vous avez un terrain, que vous voulez bâtir quelque chose dessus, si vous avez des droits pour construire une tour de 300 mètres, on ne vend pas évidemment la même somme, le mètre carré à construire que si c'est un pavillon. Voilà. Si vous construisez 70 000 mètres carrés sur le terrain, et ça s'achète. Ça s'achète, on va dire des prix. Pour l'instant, on est aux alentours, on a été longtemps aux alentours de 1 500 € du mètre carré. Qu'on verse à qui? Que le promoteur va verser à l'EHPAD. Voilà. Donc c'est une machine à fabriquer ça. Et ce qui est caractéristique, c'est que, bien sûr, il y a eu une impulsion de départ de l'État. C'est-à-dire l'État, c'est clair, en 1958, donne une impulsion, trace un certain nombre d'objectifs d'aménagement, etc. Et puis après, plus rien. Après, c'est qui l'État? Il n'y a jamais plus de débat de rien du tout. La défense qui était prévue pour 800 000 mètres carrés de bureaux se retrouve à 3,5 millions de mètres carrés. Pourquoi on a mis les tours ici? Quel endroit, etc. Qui a décidé de ça? Où a-t-on débattu de ça? Moi, ce que je sais, la réalité, c'est que la défense, elle s'est développée en fonction du yo-yo du marché de l'immobilier. Et comme le film l'explique, c'est Pellerin qui faisait la loi à la défense. Et pendant très longtemps, et aujourd'hui encore, c'est les promoteurs qui font la loi à la défense. Attendez, M. Fourcade, justement, on va écouter M. Pellerin et on va continuer derrière, mais la transition est toute trouvée. Écoutons ce que dit Marc Pellerin, son prénom. Christian Pellerin, voilà, avec le promoteur de la défense sulfureux, qui était impliqué dans pas mal d'histoires, mais que vous avez retrouvé, qui vous a parlé, Monsieur Pellerin. À la défense, bien sûr, les règles sont extrêmement souples. Quand vous construisez dans une ville, vous êtes obligé de passer en respectant le règlement de construction existant d'une ville. Et si vous voulez le changer, il faut des années et des années. Donc vous êtes pris dans un réel carcan. Tandis qu'à la défense, je dirais que le pouvoir politique, c'est un territoire qui dépend de l'État. Et les grandes choses se font quand même avec l'État. Plus qu'avec, c'est pas que j'ai quelque chose contre un maire local, comme l'actuel de Courbevoie, mais j'ai un maire, il a peur pour son électorat, il a peur de ne pas être élu, donc il va être frileux. Voilà, le maire local va être frileux. Donc c'est Christian Pellerin. Et vous, merci Thierry Sollière de nous avoir rejoints. Donc je rappelle que vous êtes le vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine et que vous êtes le premier adjoint de la ville de Boulogne. Premier adjoint de la ville de Boulogne. Le débat qui était en train de commencer là sur le rôle de l'État et cette situation de non-droit ou de droit particulier qui était celle de la défense. Vous en dites quoi, vous? Je pense que la défense, c'est vraiment une volonté de l'État. Et c'est pour ça que c'est un droit qui n'est pas le droit habituel des collectivités locales. La défense, ça nous a permis quoi? Ça nous a permis d'éviter 15 tours Montparnasse dans Paris qui auraient défiguré le Paris du baron Haussmann. Et au bout d'un moment, le droit local que les conseils municipaux appliquent, bien sûr, a ses contraintes. Parce que les gens, est-ce qu'ils veulent des tours à côté de chez eux? Quand vous avez un habitat mixte avec des pavillons, des logements HLM, un peu d'activité économique, si vous arrivez en disant on va faire 3 tours énormes à côté, les gens s'opposent. Et donc, à un moment donné, il y a eu cette volonté de l'État, constante d'ailleurs, à gauche comme à droite, depuis 35 ans. Il faut le souligner, c'est rare.
qui a consisté à dire on va créer à l'ouest de Paris le premier quartier d'affaires d'Europe. Parce qu'on ne l'a pas dit ça dans le... C'est le premier. C'est le plus grand... Ah bon, pardon, Oui. vous l'avez dit. C'est le plus grand quartier d'affaires d'Europe. C'est pas rien sur un plan économique. Le PIB créé par les entreprises... Plus que la City, plus que... La City, c'est une énorme place financière. Bon. Mais en matière Est-ce d'activité qu'on fait les Anglais à Londres du côté des quais, etc. Hein voilà, aujourd'hui, ce vous savez, point-là. quand vous avez un groupe américain, un groupe asiatique qui s'installe en Europe, ils regardent toujours 3 zones. Londres, Paris et souvent Barcelone. Londres, bien sûr, c'est la place financière. C'est plus proche des Et c'est États-Unis. tout l'aménagement des docks dont on parlait, qui effectivement sont assez considérables. Barcelone, bien sûr, vend un climat, un art de vivre espagnol qui est différent. La mer, le dynamisme. Enfin tout ce qu'on voit. Paris, qui n'était pas adapté par le baron Haussmann à accueillir des grands groupes industriels, des grands groupes avec beaucoup de collaborateurs, a créé ce quartier d'affaires de la Défense. Et aujourd'hui, la Défense est en compétition avec ces places-là. Bon, mais et le avec les côté places étrangères. sulfureux des choses, cette espèce de spéculation sur le mètre carré immobilier, on y a assisté, ça a effectivement été le prix à payer pour obtenir ça? Non mais c'est logique, je dirais, l'établissement public d'État vend des droits à construire, et c'est logique que les promoteurs qui achètent ces droits à construire pour construire leur tour donnent de l'argent pour derrière participer aux équipements publics. Est-ce que l'État a laissé les clés aux promoteurs? C'est ça la question en fait, un petit peu. Non, je ne crois pas, non. Non, l'État n'a pas laissé les clés aux promoteurs. L'État est représenté dans le conseil d'administration de l'EHPAD initial, des 2 organismes suivants et de l'EPASA aujourd'hui. L'État est représenté. Par qui? Si, il est représenté par des fonctionnaires. Bon, il est représenté par des élus. Nous siégeons, nous élus nationaux ou locaux, à cette affaire. Mais si vous voulez, si vous comparez l'opération de la Défense et l'opération de Boulogne, dans lequel j'ai entrepris l'urbanisation des terrains Renault. Là, à Boulogne, c'est une opération locale, une opération municipale. J'ai quand même, à Boulogne, un peu plus d'1 million de mètres carrés de bureaux. En parenthèse, on vous a critiqué pour l'échec de ce qu'a été l'île Seguin et l'implantation d'un musée de François Pinault sur cet endroit-là. Je n'ai pas voulu faire n'importe quoi. Quand on parle de frilosité des élus, on vous a dit, M. Fourcade n'a pas été à la hauteur et c'est pour ça qu'il est parti. J'ai quand même créé 5000 logements supplémentaires, dont un tiers de logements sociaux à Boulogne, sur le terrain Renault, ce qui permet d'augmenter le pourcentage. Et je n'ai pas voulu faire n'importe quoi sur l'île Seguin. Et c'est justement la volonté locale s'est opposée. Les promoteurs voulaient refaire l'île de la Cité. Ce que vous dites, c'est quoi? C'est que, par exemple, sur une ville comme Boulogne, il y a quelquefois des projets qui sont du ressort, effectivement, de la ville, de l'élu, de la ville, de la communauté, des électeurs, etc., qui se choisissent un destin et un environnement. Et puis, il y avoir à côté de ça des grands projets qui, eux, demandent l'appui de l'État. Ça, vous dites tous les deux. Non, mais et avec une réglementation particulière, il y a une réglementation à la Défense, mais c'est une réglementation nationale. Le droit, notre droit est complexe et garanti avec le principe de précaution. Il y a énormément de verrous. Il y a la représentation dans les conseils municipaux. Les représentants des habitants veillent à ce que les attentes de la population soient respectées. Vous avez derrière des associations, vous avez un droit opposable en matière de recours. Ce qui fait que quand dans une ville qui est gérée donc par le droit des sols habituel, vous ne pouvez pas faire la Défense. Personne, tout le monde s'y opposerait. Les habitants. Ce qui s'est passé sur l'île Seguin, il y a eu un problème d'environnement, je ne sais pas quoi, il y a eu des recours pas possibles, enfin, etc. Bon. S'il y a sur l'île Seguin des projets qui visent à surdensifier considérablement la ville, et l'île Seguin notamment, il va y avoir une opposition très forte, et de la population, et des associations. Et donc, par nature, comme ces recours sont opposables, l'opération ne sort pas. La Défense a été construite sur un autre modèle, qui était un modèle de dire, on ne va pas laisser, alors c'est plus autoritaire, hein, on ne va pas laisser aux représentants des habitants le choix de décision, c'est l'État qui va assumer un parti pris très fort. Et on n'aurait jamais fait la Défense si on avait laissé les 3 maires se regrouper en 3 conseils municipaux pour se mettre d'accord de savoir s'il fallait construire les tours de 300 mètres. Patrick Jarry, quand même un petit peu de... Non, mais on va pas complètement refaire l'histoire. Dedans, ce que je note, c'est l'extraordinaire mépris d'un promoteur comme Pellerin lorsqu'il parle des élus municipaux, des maires, des gens de terrain. En frilosité, leur absence de vision, etc. Monsieur Jarry, reconnaissez que c'est quand même aussi un homme, Christian Pellerin, qui a fait la Défense. Non, mais il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ça dépend qu'un homme. Non, ce n'est pas qu'un homme, c'est une volonté de l'État, mais c'est aussi un moment, la rencontre avec un homme qui n'est pas toujours très consensuel, qui ne cherche pas à l'être, mais qui a eu cette vision et qui a convaincu tout le monde. La chaîne de télé fera un reportage sur l'histoire de Pellerin, et franchement, pour que cet homme ose parler des élus de terrain comme ça, je trouve ça totalement scandaleux. Mais on ne va pas faire ça. Général, de dire à un moment donné, l'État doit imposer une vision. Non, alors ça, à mon avis, non. Elle doit. Non, l'État ne peut pas agir comme ça en matière d'aménagement. D'ailleurs, chaque fois que l'État
a fait ça dans l'histoire. Parce qu'on nous ressasse cette idée de cet État autoritaire, omnipotent, omniprésent. C'est lui qui a fait les grands ensembles, c'est lui qui a aménagé les banlieues telles qu'elles sont aujourd'hui, et c'est lui qui est responsable du fait qu'aujourd'hui, 30 ans après... C'est lui qui a fait Haussmann, c'est lui qui a fait la Défense. C'est lui qui a fait la Défense. Laissez-moi finir. Moi, je considère qu'en matière d'aménagement, d'abord, il y a un droit qui est le droit des élus et des populations, et il peut y avoir des accords entre des collectivités territoriales et l'État. C'est ce que nous avons imposé après 50 ans que l'État nous est obligé, parce que Nanterre faisait partie du territoire de la Défense, nous est obligé à faire ce qu'on n'avait pas envie de faire. On a, au début des années 2000, imposé à l'État un accord. Donc on a passé un accord entre la ville et l'État, dans laquelle la ville défend les intérêts de ses habitants et de ses acteurs de la ville et accepte de prendre en compte un certain nombre de problématiques qui sont d'ordre national. Mais ça ne peut pas être autrement. Et je prends la dernière chose. Oui, non, mais on peut venir à Nanterre. Je prends la dernière période. Ça vous sous-entend que si on est désagréable, c'est qu'on va parler de votre gestion à Nanterre. Non, mais Monsieur Jarry, vous ne pouvez pas dire un truc comme je termine, après je termine. Oui, mais c'est trop long. Non, mais c'est pas grave. Je termine. Pas pour vous. Ouais. Le plan de renouveau de la Défense. On va rester dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on décide? On décide, donc le gouvernement décide qu'il va construire 500 000 m² supplémentaires. Renouveau en 2 mots, parce qu'on vient d'inaugurer la tour First, il y a plein d'autres tours qui vont... Alors, il y a un enjeu mais à juste titre, des tours qui sont plus aux normes aujourd'hui. À juste titre, attendez, je dis à juste titre, on s'aperçoit que des tours sont obsolètes à la Défense, et d'ailleurs l'obsolescence de la Défense est bien plus grave que ce qu'on en dit. On s'aperçoit de ça, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire? Alors on décide, le Parlement décide, on va mettre 500 000 m² supplémentaires, 300 000 m² nouveaux et 200 000 qui sont en réalité des surfaces. On autorise, lorsque vous détruisez une tour, si vous la reconstruisez, à en reconstruire un peu plus haut. Alors, donc, on décide 500 000. Qu'est-ce qui ne va pas après? D'abord, où est le plan urbain du lieu où on va construire ou reconstruire les tours? Qui décide de cela? Où ça se décide? Mais il n'y a pas un établissement public qui est censé gérer tout ça. Même pas au conseil d'administration de l'EHPAD, puisque moi, à différence de ceux qui sont ici, moi, je suis membre du conseil d'administration hier de l'EHPAD et aujourd'hui de l'EHPAD. Et ça, je suis même le vice-président. Vous dites que les tours naissent, poussent, grandissent sans que vous soyez au courant de l'EHPAD ? Je vous dis que jamais un plan urbain a dit, par exemple, le président de la République et l'Assemblée parlementaire veut 500 000 m², on discute où on les met, quels sont les endroits les plus intéressants, comment les flux, etc. Pas de débat là-dessus. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, alors que le Parlement a voté 200 000 m² supplémentaires pour les tours à reconstruire, on est déjà au-delà des objectifs que le Parlement a fixés. Qui décide quoi? Ça échappe complètement à tout le monde. Parce que la mécanique de l'EHPAD, évidemment, et la mécanique, quand vous dites c'est l'État... L'État, c'est tout le monde et personne. Personne décide vraiment. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on se mette... Moi, je ne suis pas là pour dire que le plus de mal possible de la Défense. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper de l'avenir de la Défense. Il vous plaît un petit peu? Il y a les deux. Il y a les deux. Il est communiste, il n'a pas encore beaucoup changé. Il y a les deux. Fascination. Ancien communiste. Ancien, c'est vrai qu'il est parti. Parce que ce qui compte quand même, de toute façon, aujourd'hui, les habitants qui sont autour de la Défense, des 6 communes qui sont autour de la Défense, ça représente 370 000 habitants. Donc, c'est pas rien. Bon. Les habitants qui sont autour... Et la Défense, c'est une manne pour ces communes-là, d'ailleurs, ils ont un rapport à la Défense qui est un rapport à la fois de fascination, parce que, y compris les habitants de Nanterre, parce que c'est un lieu emblématique, parce que c'est un lieu fascinant, et en même temps, répulsion, parce que c'est un quartier d'affaires qui crée beaucoup de dommages aussi sur les territoires alentours. Bon. Et aujourd'hui, les maires... Je le connais, c'est général, il peut parler comme ça pendant 2 heures. Bon, on va peut-être faire parler aussi de personnes, parce que c'est aussi une bonne affaire financière. J'imagine ce genre de... Il y a beaucoup de retombées financières, d'emplois d'abord et financières ensuite pour les communes qui sont autour. Par rapport à ce qu'a dit M. Jarry, moi j'ai été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années, au titre du conseil général, quand j'étais conseiller général, et au titre de la région par la suite.
Bon. Ce que dit M. Jarry est partiellement exact. Il n'y a jamais eu au niveau du conseil d'administration une discussion comme on l'a dans un conseil municipal ou dans un conseil de communauté sur le plan d'organisation précis, et les architectes et les promoteurs, si vous voulez, construisent leurs opérations dans le cadre d'une législation dans laquelle la concertation préalable n'est pas très forte. D'accord. Mais nous avons aujourd'hui un quartier d'affaires, et ce quartier d'affaires, l'objectif de la loi sur le Grand Paris consiste à le relier dans des meilleures conditions avec les 2 aéroports et avec le cœur de Paris. D'où la nécessité, tout de même, dans le cadre d'un plan global qui fait l'objet d'un État entre la région et l'État, et les collectivités territoriales, et c'est le Parlement qui l'a voté, de développer non seulement les systèmes de transport à la fois qui existent, plus les nouveaux, plus les lignes de TGV, et en même temps d'avoir en matière de construction de logements des programmes plus développés de manière à éviter, si vous voulez, cette rupture entre l'activité vous et le dites logement. Les grandes lignes, c'est l'État, et Oui. dedans, il peut y avoir après, au niveau des tours et de l'aménagement précis, des libertés de promoteurs. Voilà. C'est un peu ce que vous dites. Non, liberté d'architecture et de promoteur, mais Qui dit l'architecte, contrôlée, alors, je sais pas si pas contrôlée vous avez- par le vous avez fait des directeur tours comme général ça, de vous n'avez pas l'établissement. eu l'occasion d'en faire? Non, moi j'en ai pas fait, mais je pense qu'il faut peut-être élargir un tout petit peu le débat. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 60 ou 70, où effectivement l'État avait un rôle tout à fait prédominant et moteur. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a une décentralisation, les collectivités territoriales ont maintenant un certain nombre d'attributions qu'elles n'avaient pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, le contexte a changé, mais ce qui reste aujourd'hui, c'est tout de même ce quartier d'affaires à l'américaine, voulu par l'État, qui a réussi, qui a marché, puis ça a créé quand même un moteur économique à l'échelle internationale, avec une Qui a visibilité été en forte, difficulté par qui a moment, subi hein. évidemment le Avec les contre-coup crises, des crises, etc., dans lequel il y a une attractivité. Il est très sérieusement en ce moment. Dans lequel il y a une attractivité économique encore très forte, puisqu'on voit que les valeurs locatives, d'ailleurs, sont équivalentes à celles des meilleurs quartiers de Paris. Donc on a une attractivité réelle, notamment pour des grands sièges d'entreprises internationales. Donc on a quelque chose qui marche, mais dont les règles aujourd'hui doivent changer, doivent évoluer, s'adapter bien sûr aux conditions politiques nouvelles, et en même temps où on doit élargir aussi la vision. La vision de la défense initiale, c'était une dalle, un axe, et puis il y avait la Grande Arche qui était presque la fin, la clôture de la défense. Aujourd'hui, il faut qu'on repense cet aménagement, ce développement, non seulement à l'échelle des communes avoisinantes, bien sûr, et elles sont partie prenante dans ces discussions. On arrive chez vous. On arrive jusqu'à la Seine, et avec donc d'autres questions qui se posent. La question, bien sûr, de prolonger cette activité économique, de construire du logement aussi, ce qui manque cruellement à la Défense, de construire des équipements publics, de faire véritablement un vrai quartier urbain, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et à une échelle qui est celle du Grand Paris. Ce n'est pas le seul quartier d'affaires du Grand Paris. À un moment donné, je trouve, avait moins regardé ces aspects-là. Ce qu'on se tentait de construire l'immobilier de bureau, et regardez pas ça. C'est Nicolas Sarkozy qui a relancé le plan de renouveau de la Défense et qui a pris en compte ces deux préoccupations. Celle des transports, avec l'arrivée d'Éole, qui est majeure pour le quartier d'affaires aujourd'hui. Les salariés qui arrivent là, qui travaillent à la Défense, si le RER A est complètement saturé. Si vous ne faites pas cette nouvelle ligne de RER, vous n'arrivez plus à faire venir les gens. Éole, c'est le métro. Hein. Éole, c'est le métro. Et ensuite le Grand Paris. Parce que relier la Défense bien à Roissy et à Orly, enfin aux aéroports, c'est absolument... Le Grand Paris, on va parler parce que c'est une échéance là essentielle pour nous aujourd'hui. Très bien, moi j'adhère aux propos qui ont été tenus, qui est l'idée, aujourd'hui, il faut repenser la Défense à la fois dans son environnement immédiat, donc les communes qui sont autour, et dans un rapport plus vaste à repenser, qui est celui de la métropole parisienne. D'où le terme que j'ai employé d'ailleurs avec le maire de Neuilly, le maire de Paris, le maire de Cergy, de l'idée de métropoliser la Défense. Il faut réinscrire la Défense dans une vision métropolitaine. C'est peut-être l'objet du Grand Paris. Mais tout de suite, contradiction. Tout de suite, contradiction. La loi Grand Paris est votée, M. Fourcade y a participé, a réussi à faire mettre dans la loi qu'il faut construire 70 000 logements supplémentaires chaque année en région Île-de-France, ce qui est considérable, puisqu'on en fait 35-40 000 actuellement. C'est bien ça. Chacun sait qu'il n'y a pas de logement à la Défense ou très peu. Première décision que prend l'EHPAD, et maintenant l'EHPAD ESA, autoriser un promoteur russe, Hermitage, à détruire 350 logements qui sont à la Défense pour construire deux tours des bureaux avec et des logements à 12 000 euros du mètre carré. Donc je dis bien, où est la loi ? La loi Grand Paris, elle dit ça, et l'EHPAD prend une décision comme celle-là, Alors, je vous et personne ne propose trouve rien à redire. une petite pause avec ce que dit justement un entrepreneur, c'est le directeur immobilier de la Société Générale, M. Castegnon, sur ce qu'attendent les grands groupes internationaux de quartiers comme celui-là.
Il se trouve que pour des grandes entreprises comme nous, les tours sont des produits qui sont totalement adaptés. Parce qu'on a affaire à des grandes surfaces, on a affaire à des outils contemporains de travail. Cela nous permet de déménager rapidement toutes les équipes. Vous savez qu'on fait à peu près sur 20 000 personnes, 15 000 déménagements par an. Ce sont des entreprises, des grandes entreprises comme ça vivent en permanence. Alors, on va parler du Grand Paris, parce que d'ici quelques jours, on va savoir un petit peu le parcours de ce fameux métro, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis tous les aménagements qui vont autour, parce que le Grand Paris ne se résume pas, et vous nous l'expliquerez, à ce métro. Un mot quand même sur les entreprises. C'est quoi la compétition internationale aujourd'hui pour attirer des sièges? Comment ça se passe? Est-ce qu'effectivement, il y a des demandes particulières des entreprises pour dire « moi, je viens, mais à telle ou telle condition ». Moi, je peux vous en dire un mot, parce que c'est au Conseil général, mais d'autres structures le font, c'est la spécificité française. C'est une vraie action qu'on essaie d'avoir, c'est-à-dire de favoriser l'implantation d'entreprises étrangères, quand elles cherchent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à venir en Europe, pour les convaincre de venir ici. Et il y a plein de paramètres qui sont en ligne de compte. Et on regarde et toutes les études sont constantes. Bien sûr, il y a le prix du mètre carré. Et monsieur l'a rappelé, ou vous-même... On compare Londres, on compare, bien sûr, combien ça coûte. Paris. Voilà, il y a un coût. On voit le cadre de vie pour les salariés. Est-ce qu'ils vont pouvoir habiter pas trop loin de leur travail? Est-ce qu'il y a des infrastructures de transport qui vont leur permettre aisément d'arriver, voilà. Et puis après, c'est tout un ensemble de ce qui fait le vivre ensemble de notre pays, mais de ce qui fait aussi le vivre ensemble des Anglais et des Espagnols, de voir si, voilà, la sécurité, les activités, l'environnement scolaire pour les enfants. Et ça vous avez des entreprises qui vous disent clairement, ah, là-bas, on nous propose ça, là-bas, c'est ça, enfin, etc. La concurrence est dure. Non, mais quand Microsoft s'installe, quand Microsoft a ici les Moulineaux dans l'agglomération dans laquelle on est élu, il hésite, il a des activités de recherche dans le nord de l'Europe, il hésite entre différents sièges, et c'est toute cette alchimie-là qu'il faut créer. Nous, les élus, on est très présents. Le département des Hauts-de-Seine a même une action aux Émirats Arabes Unis pour essayer de convaincre les investisseurs qui sont souvent là-bas, parce que c'est une deuxième axe au-delà de convaincre les entreprises, c'est de convaincre des investisseurs de venir investir pour construire des immeubles ici. Aujourd'hui, les investisseurs, ils sont internationaux. C'est pas toujours les investisseurs publics français ou privés qui investissent dans le cadre de la défense. Il y a un autre paramètre qui est le paramètre fiscal, qui est très important, et notamment dans le cas de Microsoft, le développement et la mise en application du crédit impôt recherche a été un élément important de la décision de Microsoft, dont l'affaire fiscale compte. Mais si vous voulez, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est la qualité de la main-d'œuvre parisienne, qui est un élément très important pour les entreprises, et le fait de pouvoir recruter dans l'installation d'une entreprise française comme la Société Générale ou internationale, de recruter des cadres, des travailleurs, des gens spécialisés. C'est évidence, mais c'est essentiel de faire venir ces boîtes-là, qu'elles viennent s'installer ici. C'est pas seulement ces grandes boîtes. C'est le fait que le Grand Paris est clairement qui est une métropole à l'échelle internationale de 10 millions d'habitants. La première région économique d'Europe, tout de même, n'oublions pas, 30% du PIB de la France. Donc, est un moteur économique et en même temps en compétition avec des grandes métropoles à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Et l'attractivité qu'on vient d'énoncer avec les différents critères, effectivement, qui peuvent permettre non seulement à des grands groupes, mais à des entreprises innovantes qui vont trouver peut-être les ingénieurs ou les techniciens qu'elles recherchent, etc., de s'installer dans le périmètre du Grand Paris. Tout ça, ça fait partie du potentiel de création de richesse qui va ensuite bénéficier à l'ensemble de ses habitants. Donc c'est très important de conserver ces outils d'attractivité économique. Vous disiez, est-ce que c'est stratégique de les venir les chercher? Quand Microsoft s'installe, bien sûr, il y a l'arrivée de Microsoft et de ses salariés. Il y a peut-être des embauches en plus. Mais derrière, c'est tout un écosystème de petites PME qui vont s'installer dans la zone parce que Microsoft est là et qui vont créer de l'emploi. Et aujourd'hui, la première préoccupation... Il n'est pas à la Défense, il est dans les Hauts-de-Seine. Peut-être je peux dire un mot mais il y en a plein. Un mot rapide, parce qu'on parle du Grand Paris, je vois qu'il nous reste 10 minutes. Il faut que les gens aient quand même en rapport de quoi on parle. Aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est 50 millions de mètres carrés de bureaux. Ça n'a d'équivalent que dans une seule capitale, en Europe, Londres. Tout le reste sont des villes qui sont à moins de 10 millions de mètres carrés de bureaux. Vous dites donc, stop, on a trop fait de bureaux, il faut faire du logement. Je dis simplement que, voilà cette réalité. Je dis, à force de vouloir de développer une stratégie économique qui est seulement d'aller chercher ces grands investisseurs internationaux, on a fini par oublier de développer l'industrie en France et on s'aperçoit, avec la crise financière et économique qu'on vient de vivre, qu'un pays n'a pas d'avenir sans industrie. Et par exemple, un département comme les Hauts-de-Seine est particulièrement impacté par ça, puisque c'est un département, en gros, qui avait 500 000 emplois dans l'industrie et qui en a supprimé 400 000. On parle du tertiaire, voilà. On a un peu l'impression quand même que il y a encore de l'industrie à long terme, c'est en soi un outil de production, une usine des temps modernes. Enfin, c'est un petit peu l'impression que ça donne aussi, quand même. Dans le secteur des services, il y avait de la finance. Il y avait les Lehman Brothers qui étaient à la Défense, qui avaient
les fameuses tours Cœur Défense. Oui. Donc le modèle de la défense, notamment dans ces 10 dernières années, c'est exactement l'économie financière. On avait fini par parler d'industrie de la finance. On a vu le résultat. L'industrie de la finance, elle a failli mettre le monde au bord du gouffre. Je voudrais qu'on rêve un petit peu avec et qu'on élargisse sur le reste du Grand Paris. On va passer par une phrase de Castro, architecte, bien connu, grande gueule, et qui donc lui aussi a été candidat sur le Grand Paris avec ses projets, notamment vers le nord, là où il voulait faire je ne sais plus pourquoi. Mais on l'écoute un petit peu avec ce regard sur ce qu'est aujourd'hui la défense. Les architectes sont des malades mentaux, donc de toute façon, s'ils peuvent construire très haut, ils sont contents. Il faut faire attention aux architectes. La question de la ville est une question trop sérieuse pour qu'on la laisse aux seuls architectes, comme la guerre aux militaires, hein, pareil. Fabriquer un quartier artificiel sur dalle, évidemment, ça rend le quartier inaccessible aux autres, enfin, ou extrêmement compliqué. Une ville dans laquelle on n'arrive pas tout seul, c'est pas une très bonne idée. Mais en même temps, ça a créé un caractère insulaire qui est pas mal. En même temps, cette insularité, elle était monomaniaque. À part quelques logements restés là, elle était monomaniaque. Donc uniquement des bureaux, uniquement des bureaucrates, ça n'a pas le bonheur d'une rue normale où il y a tout le monde. Là, il y a une catégorie de citoyens assez normée, quoi. Qui d'ailleurs a une caractéristique, c'est qu'ils ne promènent pas beaucoup, ils tracent. Voilà, il dira, je crois que c'est lui qui dit dans le sujet qu'on s'est dit c'est difficile de draguer à la défense. Nous avons besoin des architectes, d'où l'inclusion de l'atelier c'est pas les malades mentaux, les architectes? Si. Nous avons besoin des architectes parce qu'à côté des bureaux et des logements, il faut un traitement moderne et intelligent de l'espace public. Et c'est ce qui a manqué un peu à la Défense, ça a été le traitement de l'espace public avec les équipements collectifs nécessaires. On y vient, s'il vous plaît. Parce que Castro, par exemple, je disais le nord de Paris, lui voulait faire du parc de la Courneuve une sorte de Central Park avec des tours autour, etc., pour revaloriser le nord, cette banlieue nord de Paris qui est défavorisée. Alors, c'est quoi le Grand Paris? On va savoir d'ici quelques jours le fameux tracé du métro, mais au-delà de ça, il y a quoi? Le Grand Paris, c'est d'abord une réalité. C'est une réalité d'une métropole de 10 millions d'habitants, dont on a pris conscience assez récemment, et c'est pour ça que le mot Grand Paris, d'ailleurs, qui est maintenant passé dans le vocable courant, n'existait pas il y a 3-4 ans. Nous, on est un peu perdu sur le Grand Paris. Aujourd'hui, c'est une bataille d'égos sur le métro, les tracés, les machins. Qu'il y ait une bataille d'égos, c'est certain, qu'il y ait des acteurs, un jeu d'acteurs compliqué et politique aussi, c'est normal, on est en démocratie. Simplement, la conscience qu'il fallait agir à l'échelle globale de cette métropole, qu'il fallait la prendre dans son ensemble et pas seulement Paris et sa banlieue, comme on l'appelait, comme on disait autrefois. Mais qu'il fallait aborder cette question parce que, d'abord, de nombreux problèmes se faisaient jour, le problème de la mobilité, le problème du logement, la question de l'accessibilité aussi à un certain nombre de services, etc. Donc on a pris conscience de tout ça. Un développement peut-être trop anarchique, libéral que dénonce M. Jarry. Là, on a quoi? C'est quoi les principes fondateurs du développement de ce Grand Paris? Les architectes ont apporté une vision. Ils ont apporté une vision en disant, d'abord, il faut regarder globalement les choses. Il faut regarder transversalement. Il faut arrêter de dissocier. Il faut arrêter de segmenter en choses qui sont indépendantes les unes des autres. Il faut travailler sur l'espace public. Il faut travailler aussi sur le lien social, sur le partage, sur la gouvernance, sur les règles. Il faut changer peut-être ou adapter les règles, pas forcément pour être hors droit, mais pour que les règles soient adaptées à ce qu'on veut faire, à la métropole qu'on veut faire. Et la métropole qu'on veut faire et que portent aussi les architectes, c'est plutôt une métropole compacte, intense, pas étalée sur 100 ou 150 km. On va se remettre à construire en hauteur? Pas forcément en hauteur. Un grand ensemble, c'est pas dense, c'est pas plus dense que du pavillonnaire, à peine plus. Le Paris haussmannien, qui est une ville plutôt agréable, c'est la ville la plus dense du monde, c'est le centre de ville le plus dense du monde. Donc on peut aussi faire une ville agréable en étant relativement dense, pas dense partout, il faut préserver des espaces verts, des forêts, la biodiversité, des espaces ouverts, agricoles aussi en proximité. Il va y avoir une forêt peut-être du côté de Roissy, c'est ça? Non, pas de Roissy, non, parce qu'il y a des avions, c'est un peu compliqué, mais il y a un projet de forêt effectivement dans le nord-ouest de Paris qui est en train de voir le jour. Donc il faut aussi penser mixité sociale, mixité des activités avec le logement, avec les services, pas seulement penser la ville monofonctionnelle. Est-ce qu'on conçoit par exemple des quartiers comme la Défense, des quartiers de travail, puis un quartier de vie, ou est-ce qu'on maintenant on mélange davantage les choses? On cherche à les mélanger, on cherche aujourd'hui à développer des proximités emploi-travail, on cherche aussi ce projet de transport public très important avec des investissements qui permettront d'une part de rattraper ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans, et puis aussi d'aller plus loin pour créer de nouvelles lignes de transport. Ça permet aussi de créer une facilité de transport au quotidien pour tout de même 5 millions à peu près de gens, 5-6 millions de gens qui travaillent dans la région parisienne. Donc ça, c'est vraiment très important. Du Grand Paris, c'est quoi? Moi, c'est avant tout un grand projet de transport en commun
10 millions d'habitants, 15 si on prend le Pragmatique, grand c'est Paris. d'abord le transport. Non mais c'est le transport, pourquoi? Parce que Paris a cette caractéristique qu'il y a plus de 10 millions de gens qui habitent dans l'agglomération et que quand vous habitez en banlieue et que vous allez travailler ailleurs en banlieue, il faut passer par Paris. Et donc le matin, vous avez des millions de gens qui rentrent vers le centre et qui repartent après vers la... Donc c'est le fameux grand 8 qu'on a mis au travail. Hein, c'est grosso modo relier tous les pôles de développement, les aéroports et traverser Paris. C'est un peu ça l'idée. Un, c'est le transport. Et deux, c'est d'assurer, en fait, parce qu'en France, on a 100 départements, plein de régions, des communautés d'agglomération, des villes, et que tout ça s'est fait dans son coin, redonner de la cohérence en matière d'aménagement à ce territoire pour créer cette mixité. C'est vrai qu'il y a des zones aujourd'hui qui ne sont pas des zones qui ont été aménagées d'une manière harmonieuse. C'est aberrant de faire plein de kilomètres à des salariés alors qu'on pourrait créer Mais plus au-delà de ça, mixité. juste un mot quand même, parce que moi j'aime bien qu'on rêve quand on parle d'architecture, développement, de machin, parce que vous dites je voudrais des tours, des machins, des immeubles, moi, les de tours, c'est l'architecture, de moins, l'audace. Les tours, c'est bien la défense. L'élément essentiel. La tour n'est pas l'élément essentiel. Non, il y a 3 éléments fondamentaux. C'est Nicolas Sarkozy qui a trouvé que la ville de Paris était endormie, qu'il ne se passait rien, qu'il n'y avait pas assez de tours, pas assez d'audace. Il y a le système de transport. Le système de transport, on va aboutir. Et ce qui a été passionnant, ça a été la consultation publique dans laquelle plus de 20 000 personnes sont venues témoigner dans les 63 réunions qui ont eu lieu. Et ce système de transport crée des gares. Et autour de ces gares, on va pouvoir faire à la fois du logement, de l'équipement collectif, de l'aménagement. Ça veut dire qu'on va construire en même temps le transport et l'aménagement qui va autour. Et ça, c'est essentiel. C'est nouveau. Et ça, c'est tout à fait... Et deuxièmement, nous avions un effort de rattrapage à faire en matière de recherche scientifique et de recherche-développement. Et le fait de relier entre les différents pôles de recherche, le fait de travailler avec les universités, notamment les universités médicales qui sont mondialement connues aujourd'hui, va permettre de faire ce rattrapage et de donner un cœur à l'ensemble de l'agglomération. Autrement dit, quel était le risque vers lequel nous allions? C'était le risque d'une muséification de la région parisienne. Notre objectif, c'est au contraire le développement, et le développement aujourd'hui... Et ce transport, pour vous, c'est comme une circulation sanguine, on va faire circuler et le l'énergie. développement aujourd'hui, c'est non seulement du bureau, du logement, c'est de la recherche et de la formation. Patrick Jarry, est-ce que vous êtes à peu près satisfait de ce qui est en train de se passer autour du Grand Paris ou pas du tout? Non, j'étais vraiment très, très content et je crois, au-delà de nous, on a bien vu qu'il y avait une adhésion populaire des gens dans la métropole parisienne à cette idée d'essayer d'imaginer ensemble, de débattre publiquement ensemble de ce que pourrait être demain notre bien commun, qui est la métropole parisienne, qui est la région de France, mais qui, au-delà de ça, est cette zone très dense. Vous voulez dire quoi? Que le débat après a été donc, je crois... Non, mais je crois... Il va y avoir un deuxième temps. Mais c'est vrai cela. C'est vrai cela. Voilà. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est un projet, c'est une idée en devenir. Qu'est-ce qu'elle sera? Ce n'est pas encore Il nous reste acquis. vraiment une minute. Moi, j'y mets une question pour que ça réussisse. Et puis après, c'est fini. C'est tout. Faire métropole, c'est faire solidaire. Si la métropole parisienne actuelle ne retient pas l'idée, ensemble, de faire solidaire, alors cette métropole n'a pas d'avenir. Par rapport à ce qui s'est passé à la Défense, vous dites plus de solidarité, plus de logement, plus de vivre ensemble, et peut-être un peu moins... Un point commun avec Patrick Parce Jarry. que pour l'instant, les banlieues... C'est généreux, c'est normal, c'est intéressant. Un point commun avec Patrick Jarry. La Défense a été perçue comme un endroit qui concentrait les richesses, et que ces richesses n'étaient dédiées qu'à un territoire, celui sur lequel la Défense est installée. Les Hauts-de-Seine. Et aujourd'hui, la Défense, moi je veux le dire ici, ça n'appartient pas aux Hauts-de-Seine, ça n'appartient pas aux villes de tout le monde, ça appartient à l'ensemble de l'agglomération parisienne. Et la richesse qui sont autour et qui sont les Hauts-de-Seine. Il faut bien sûr qu'elle soit péréquée dans l'ensemble de la région. Merci messieurs, merci pour toutes ces précisions. Et on aura quoi? On aura assez vite on saura davantage, on aura une ouverture sur ce qui va se passer là dans les jours qui viennent. Il y a beaucoup de chantiers en cours. Il y a un chantier sur le transport auquel on arrive maintenant à un accord. Il y a un chantier sur le logement. On veut doubler l'effort, mais aussi améliorer le parc de logement existant. Il y a un chantier de l'accès à la culture. Il y a un chantier de faire évoluer les règles. Il y a la recherche. Il y a beaucoup de choses en même temps. C'est les collectivités locales qui vont signer ou pas des accords. Actuellement, il y a en préparation des accords entre les collectivités locales. Ce cheminement de la Seine, on m'a expliqué que le port de Paris allait être Le Havre. C'est abandonné, ça vous est... Oui, non, Le Havre est un port débouché de Paris, naturel, qu'il faut développer, bien entendu, et c'est stratégique également pour Paris. C'est cet ensemble, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est cet ensemble de projets, il y en a peut-être aujourd'hui plusieurs centaines en cours à l'étude ou en cours de réalisation, qui formeront le Grand Paris. Ces projets, ils doivent être mis ensemble en synergie, ils doivent être pensés globalement, avec une solidarité, bien sûr, à l'échelle d'une métropole de 10 millions d'habitants, et puis dans une perspective aussi de construire une métropole, pas seulement développer son propre village ou sa propre ville. Pour l'instant, sur la question essentielle du Grand Paris, qui est notamment la question du logement, rien n'est réglé.
Et on va voir dans les semaines qui viennent si oui ou non ce Grand Paris, cette métropole a de l'avenir. Puisque les Si on y intègre de l'habitant, non, si mais on ça renvoie peut les pas habitants marcher. très loin. Bon. Ça peut pas marcher. Il y a des décisions à prendre. Est-ce que les maires des 180 communes du cœur de l'agglomération parisienne prennent ensemble la décision de dire on fait ces 70 000 logements et on les fait avec une part de logement social qui ne peut pas être inférieure à 30% pour les PLS, PLAI. Et on en met, dans toutes les villes. Si on ne fait pas ça, il y a 80% dans vos villes alors. 80% à Nanterre, il y a 50%. Et voilà. 50% à Nanterre. Merci beaucoup. La question du logement social, vaste question. Bien sûr. Vaste question avec la construction de ces fameux C'est ce que j'ai fait sur le terrain Renault, 30% de logements sociaux. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et donc, on va être attentifs dans les jours qui viennent à ce qui va se passer encore autour du Grand Paris. Et c'est pas fini parce que c'est un projet d'envergure et qui s'étale bien sûr sur des années. Merci d'être venu participer à ce débat. Merci à Cécile Sixou qui l'a préparé.